Salam alaikum Zulfilaoun, bonsoir. Désolé pour ce retard qui est dû à un petit problème technique. Jamais l'Algérie n'a connu autant de scandales financiers que durant ces dernières années, sans que la justice, souvent très prompte à réagir lorsqu'il s'agit de délits d'opinion, ne joue son rôle. Le gouvernement a proposé ce vendredi 3 septembre 2021 pour la première fois de recourir à un règlement amiable en ce qui concerne la récupération des fonds détournés dans les récentes affaires de corruption. Quel crédit peut-on accorder à la campagne contre la corruption qu'a menée Abdelmajid Tebboune, sachant que de nombreuses affaires de dilapidation de deniers publics se sont terminées en queue de poisson et les personnalités impliquées ont été préservées, voire promues à des postes supérieurs dans les institutions de l'État? Sommes-nous devant une chasse aux corrompus ou à ceux qui ont franchi la ligne rouge de la succession? Une corruption généralisée élaborée dans une espèce de schéma de ruissellement, et on vient nous raconter que le pouvoir est en train de réfléchir à la meilleure solution pour rapatrier les fonds détournés. L'Algérie s'est dotée d'un organe de lutte contre la corruption en 2016, une petite tapette à mouche pour terrasser le buffle géant de la corruption. Ce genre d'humour est assez partagé dans la plupart des grandes démocraties. Dans le monde, celles qui collectionnent des indices de corruption de Transparency International dont les scores atteignent des sommets jusqu'à faire voler en éclats le compteur. Comment peut-on prétendre combattre la corruption quand tout le système est basé sur le clientélisme? Le Bni Ammis, Zidi Abouzid, le ministère de la Justice et les directeurs des différents corps de sécurité ont été instruits de ne pas engager des poursuites judiciaires contre des responsables locaux sans l'aval du ministère de l'Intérieur. Seul un organisme indépendant pourrait, par les prérogatives qui seront les siennes, à entamer toutes les procédures afin de récupérer l'argent détourné. Comment peut-on imaginer un seul instant que le système puisse aller à sa propre destruction à travers des enquêtes qui le mettraient inévitablement à l'index? Tout semble indiquer qu'une réconciliation au détriment du peuple du Hirak se prépare. Elle est en train d'être opérée à travers des ballons-sondes qui se terminera sûrement dans des négociations opaques encore une fois. À désespérer de tout, on commence à recycler le matériel pourri. En remerciement pour avoir rempli des prisons d'innocents et laissé courir les truands, le pouvoir en place perd la raison. Il procède à la nomination de 2 personnalités honnies par le peuple au poste d'ambassadeur en Tchéquie et en Libye, afin de les remercier pour services rendus, comme si ce même pouvoir n'a eu à produire que ce type de personnage conviable à merci. C'est une honte pour l'ensemble des cadres et des diplomates algériens. Non seulement ces nominations révèlent et renvoient à des pratiques que l'on espérait révolues, mais surtout que l'Algérie nouvelle que l'on nous a chantée est la même, sinon pire. On nous annonce aussi la création et la nomination de super ambassadeurs qui feraient doublon avec les diplomates classiques et qui viendraient grever le budget du ministère des Affaires étrangères au moment où chaque dollar compte uniquement pour lisser l'image non pas de l'Algérie en tant que pays, nation ou peuple, mais rendre fréquentable le pouvoir, le clan et ses prédateurs, faisant oublier les politiques suicidaires, les atteintes aux droits de l'homme et les violations successives de la Constitution. Seul un réel, authentique processus démocratique permettant aux citoyennes et citoyens de s'autodéterminer librement ouvrira la voie vers un véritable état de droit, une Algérie forte à l'intérieur comme à l'extérieur.
Algérie, le régime veut se réconcilier avec les corrompus, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et juste pour rappeler aussi à nos téléspectateurs, on s'excuse pour ce retard qui est dû à un petit problème technique et je m'excuse aussi auprès de mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Smaïl Almas, économiste, analyste politique, qui sera avec nous depuis Alger via Skype. Si Smaïl, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. On s'excuse pour ce retard. Marhaba bik. Ahlan bik, marhaba. On aura aussi le plaisir d'avoir Dr Hussein Kordorli, médecin, ancien cadre de la protection civile, qui sera avec nous depuis Alger. Dr Hussein Kordorli, marhaba bik, bonsoir. Hussein Kordorli. Allô, oui. Marhaba bik, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de participer à votre émission. Merci, docteur. Yatek Saha. On aura aussi le plaisir d'avoir dans cette émission-ci Mme Nabila Smaïl, avocate et militante des droits de l'homme. Elle sera avec nous depuis Tizi Ouzou. Et Abdou Smar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Docteur Smaïl Almas, marhaba bik encore une fois. Si Smaïl Almas, sur cette affaire qui a été discutée ce vendredi 3, le gouvernement a proposé donc pour la première fois de recourir à un règlement amiable en ce qui concerne la récupération et les fonds détournés dans les récentes affaires de corruption. Comment peut-on lire cette démarche Smaïl Almas, sachant que le système est basé sur le clientélisme, le bniamisme et aussi la corruption qui fait partie de nos institutions, si on peut dire. Smaïl Almas. Salam alaikum, bonsoir. Alaikum salam. À vrai dire, j'aimerais pas amener une précision, j'aimerais bien corriger le titre. C'est plutôt le régime qui veut se réconcilier avec lui-même. Le titre serait beaucoup plus adéquat. Donc, finalement, l'histoire de la corruption, je crois qu'elle a fait le tour du monde. Tout le monde a été impressionné par l'ampleur de la corruption qu'a connue l'Algérie, notamment durant les 20 ou 30 dernières années. J'ai pris connaissance de l'évolution de le dossier, notamment ce qui a été dit le vendredi ou ce qui a été décidé, avec on va essayer d'aller négocier à l'amiable la récupération des biens volés et tout. Mais je vous rappelle aussi que le premier responsable du pays, lors de la campagne électorale, il avait dit clairement devant tous les Algériens et devant le monde entier qu'il connaissait, il savait bien comment récupérer cet argent, où il était caché les sommes importantes et tout. Aujourd'hui, on aimerait bien savoir où est passé cet argent et qu'est-ce qu'il a fait pour récupérer cet argent. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais moi je me rappelle très bien des déclarations de Tassir Abdelmadjid Tebboune lors de la campagne électorale. On va les écouter, Smaïl Almas. On va écouter ce qu'il avait donc déclaré pendant cette campagne électorale, donc en 2019. On va l'écouter, je reviens à vous. سيد الرئيس بالحديث عن رموز العصابة بالحديث عن سجناء الحراش ربما أموال طائلة سرقت ما هي استراتيجيتكم من أجل استرجاع هذه الأموال المنهوبة؟ ونوريك الخطة نتاعي أنا. أعطيك هذه خليها علي أنا. شوف مجرد ما نعطيك الخطة يتأقلموا معها ويصيبوا لك كونتر الخطة. على الباكيجة. أنا الأموال تسترجع. معروفة راها في البارادي فيسكو. معروفة راها في استثمارات هنا وفي الخارج. معروفة في ممتلكات معروفة ومعروفة ومعروفة. رغم أني سمعت تعليقات بعض المنشطين في التلفزيون كيفاش وفيه آليات وفيه عارف الآليات. عارف تنظيم المجتمع الدولي وعارف كيف تسترجع الحقوق لما تكون عندك مصداقية وتكون قوي. الضعيف ما يسمع لك الكلام تاعك ما يفوتش المياه
Vous avez entendu Ismaël Almas qui a déclaré donc Tebboune quand il était candidat. Donc هو قال باللي je peux pas vous donner le خطة ولاش تكون فيه contre خطة. Il a parlé donc quand on est un pays fort, on est écouté donc et on est respecté. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces paroles alors que on vit toujours dans les mêmes mécanismes et le même système? Écoutez, moi j'avais dit tout au départ, hein, quand il y avait les poursuites, etc., et les emprisonnements un certain nombre de personnes, j'avais dit que ça n'allait pas durer. Ça n'allait pas durer et je prévoyais que le pouvoir allait trouver une issue, allait trouver vite une issue, parce que si on continue, ou si le pouvoir judiciaire continue à fouiner dans les dossiers, écoutez, on va se retrouver avec beaucoup de monde en prison et ça va déranger le pouvoir, déjà qui se retrouve avec amoindri de personnel politique et de clients. Donc là, le pouvoir se rend compte, mais s'il continue, il n'aura plus personne avec lui. Tout le monde est corrompu. 99% des gens qui étaient aux affaires ont touché d'une façon ou d'une autre à l'argent sale. Donc c'est une évidence, tout le monde le sait. Maintenant, c'est clair que on s'attendait aussi que le pouvoir allait négocier avec les gens qui sont accusés de corruption. Parce que là, je vois mal comment ces gens-là allaient croupir les prisons pendant 10 ans ou 15 ans et avec un régime pareil qui les a soutenus toute leur vie, qui les a promus, qui les a accompagnés, qui les a protégés tout ce temps. Il y a tellement de secrets, tellement de choses cachées que le pouvoir ne peut pas aller plus loin que cela. Je crois il s'est rendu compte qu'il y avait des limites à son action et qu'il fallait opérer autrement. Et du coup, il va y aller vers des négociations. Il y aura des négociations avec Nasado qui ont détourné des milliards. Ismaël Almas, je pense qu'on a un petit souci avec le Skype de Ismaël Almas. On va essayer de régler. Ismaël Almas? Vous m'entendez là? Très bien. Allez-y, tfadal si Ismaël. Et donc, sûrement, ils vont leur laisser un petit paquet pour eux ou le baril, ils vont le rendre. Mais ce qu'il y a... Donc, vous pensez, Ismaël Almas, qu'ils sont en train de négocier ce qu'appellent les Algériens, donc les oligarques qui sont en prison. Bien sûr, on parle de Tahkoud, de Haddad, les Koninef, et même si on peut dire aussi de Ouihia. Est-ce que vous pensez qu'il y a des négociations? Sûrement. Je pense que le pouvoir, après deux années d'incarcération de Taj Mahal a compris qu'il ne peut pas continuer comme ça. Ça ne sert à rien de les garder en prison et sans profiter de cette importante manne qu'ils ont pu détourner. Mais le plus grave dans tout cela, moi je l'ai toujours dit, ce qui est grave dans la corruption qu'a connu l'Algérie, les détournements de milliards, etc., ou les 2 millions de dollars détournés de l'autre côté. Le problème, où je fais l'argent, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas cette masse d'argent. C'est comment ces gens-là ont réussi à faire passer l'argent et les placer dans les banques, etc. On ne peut pas le faire s'il n'y a pas de complicité de l'extérieur, et pas n'importe quelle complicité. On sait que pour essayer de détourner, placer tout cet argent, ces sommes importantes dans des banques, il faut l'accompagnement et les facilitations des services secrets étrangers. Moi, je suis persuadé que les responsables locaux qui ont détourné l'argent ont eu l'appui soit des services secrets français, ou la israéliens, ou la marocains, ou la espagnol, etc. Donc, mais en contrepartie, ils leur ont offert autre chose. Donc, ce qui est grave, ce qui est dramatique dans ce genre de situation, dans ce genre de dossier, c'est comprendre qu'il y a eu possibilité de détournement et de placement de cet argent à l'extérieur en contrepartie de services rendus aux gens qui leur ont facilité l'action de détournement. Donc il y a eu beaucoup de secrets divulgués, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour rendre service, ou pour rendre l'appareil au service. Est-ce que vous pensez quand, par exemple, le gouvernement nous dit qu'il s'engage à intégrer le secteur informel dans le circuit légal, est-ce qu'on peut prendre au sérieux ce genre de déclaration? Ça c'est un autre dossier, Sénassa. C'est un autre dossier.
Parce que هذا les millions là que تهضر عليهم سي إسماعيل, c'est sûr qu'ils ont transité aussi par ce secteur informel. Pas forcément, c'est pas forcément. Cet argent, on parle de milliards de dollars. On parle pas de quelques millions on parle de milliards de dollars cumulés durant les 20 dernières années dans les surfacturations, dans les chantiers, les grands projets, etc., les pots de vin et plein de choses. Donc, il faut pas oublier qu'on a démarré ou déclenché des chantiers à 15-20 milliards de dollars. Il y a eu d'énormes chantiers faits les 20 dernières années, ce qui a fait le bonheur de beaucoup de responsables et d'hommes d'affaires algériens proches du sérail. Ce qui fait que là, on parle d'argent détourné d'abord. Maintenant, l'argent de l'informel existe depuis les années 90, même avant. Et quand on parle de marché informel, on parle de pouvoir informel. Quand on parle de marché parallèle, on parle de pouvoir parallèle. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer un instant il y a un marché informel, une économie informelle, si l'économie informelle n'est pas appuyée par un pouvoir parallèle. C'est automatique. On va citer l'exemple le plus flagrant, le marché de la devise avec Tasquois. Regardez ce qu'il y a. Du square. Il y a le tribunal, il y a le Parlement, il y a le Sénat, il y a les véhicules de police tout autour, il y a plein de responsables qui passent à côté et ils ne l'ont jamais inquiété. Regardez ce qu'il y a sur le marché comme marchandise. Tout le monde pense que le marché informel ou l'économie parallèle est alimenté par l'importation. C'est faux. C'est vrai qu'une partie de la marchandise qui est sur le marché, c'est-à-dire une partie de l'économie informelle est alimentée par l'importation. Mais le gros du gros est alimenté par la production locale, est alimenté par les entreprises locales à travers des ventes sans facture. Où là, une partie de la production nationale est vendue sans facture. Et ce qu'on oublie aussi, c'est que le marché parallèle, l'économie parallèle, elle a pu s'organiser depuis des années. Ça fait 30 ans ou 35 ans qu'on en parle. Elle a ses mécanismes qui sont bien huilés. Elle a son marché. Elle a ses circuits où il est dans le dramadoc. Elle a ses clients. Elle a ses relais. Elle a ses protecteurs. Etc. Donc, ce qui fait que c'est un problème très important. Mais le problème de l'économie parallèle est lié surtout à quoi ? Un problème de légitimité du pouvoir, un problème de crédibilité, un problème de confiance. Les gens qui investissent ou qui travaillent dans l'informel, ils le font parce qu'ils n'ont pas confiance en l'administration de l'État, ils n'ont pas confiance aux structures de l'État, ils n'ont pas confiance aux décideurs, etc. Alors du coup, ils préfèrent investir dans l'informel, travailler dans l'informel, et c'est plus sûr. Demain, s'il y a quoi que ce soit, ils peuvent récupérer leur argent et partir. Donc ça, c'est une dimension très importante et très sérieuse à prendre en considération à l'histoire, à la légitimité et la confiance. Et du coup, les gens préfèrent profiter de faire travailler leur argent dans les circuits informels que de passer de l'argent par les circuits formels, les circuits bancaires. On va dire les impôts, et on sait ce qui se passe après. Mais tout cela, il faut comprendre bien, tout cela n'est possible que s'il y a accompagnement et protection du pouvoir parallèle. C'est-à-dire que pour pouvoir venir acheter de la marchandise, il me faut un faux registre. Le faux registre, qui vous le délivre? C'est les complices au niveau de l'administration. Où je mets l'administration? C'est un registre commerce qui dépend de qui? Du ministère du Commerce. Qui y est dans le gouvernement algérien. Donc, Et c'est ce qu'a déclaré, je vous ai coupé la parole, c'est ce qu'a déclaré Abdelghani El-Hamel, l'ancien, le premier policier du pays, quand il avait dit si on veut combattre la corruption, il faut avoir les mains propres. اللي يحب يحارب الفساد لازم يكون عنده هو يكون on l'écoute, on va essayer d'écouter donc ces paroles. Abdelghani El-Hamel, le général Abdelghani El-Hamel, donc, qui a déclaré que si on veut combattre la corruption, il faut déjà avoir les mains propres. On l'écoute. المؤسسة الشرطية عازمة باش تواصل العمل تاعها، عازمة باش تواصل محاربة الفساد. وهنا نقول
اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. اللي يبغي يحارب الفساد لازمه اسماعيل الألماس، اللي يبغي يحارب الفساد لازم يكون نظيف يعني شوف سي نصر، on peut pas combattre la corruption avec un système qui a de tout temps manipulé, parrainé, appuyé le phénomène de la corruption. On ne peut pas parler de transition démocratique avec un régime qui ne croit pas en la démocratie. On ne peut pas construire un état de droit avec un régime qui manipule le droit, qui manipule la justice comme il veut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a deux fronts. Il y a la corruption qui est le fruit de détournement de beaucoup d'argent dû aux pots de vin, les grands chantiers, les surfacturations, etc. Et qu'il y a l'économie parallèle. C'est le quotidien, l'économie parallèle. C'est tout ce que vous voyez sur les étalages ou les produits que vous achetez sans facture, sans ticket, sans bon, sans facture, etc. Ça, c'est autre chose. Maintenant, c'est vrai que Muharabat al-Fasad, cela suppose des institutions propres, des institutions qui croient pertinemment qu'on ne peut pas développer un pays où la corruption est un élément fondamental de ce pouvoir. On ne peut pas construire un État avec la corruption. Sauf le Singapour. C'était l'un des pays les plus corrompus au monde. C'est une nouvelle direction, il faudrait développer ce pays. Ils ont compris que le point noir ou le blocage qui freine le développement de ce pays, c'est la corruption. Eh bien, ils ont tout fait pour lutter contre cette corruption, pour arriver à zéro corruption. C'est ce qui a permis d'encourager l'attrait des investisseurs étrangers, c'est ce qui a permis d'encourager les gens, les autochtones d'investir sur place, c'est ce qui a permis de développer un pays qui est beaucoup en superficie, qui est moins grand qu'Alger. Et qui fait 10 fois, 20 fois en chiffre les exportations internes. Ce qui fait que c'est très important d'aller vers la lutte contre la corruption. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire sans lutter contre la corruption. Alors, vous allez ramener la diplomatie, vous allez ramener cette commandos, vous allez ramener tous les diplomates du monde, etc. Vous n'allez pas pouvoir redorer l'image d'un système qui a toujours parrainé la corruption, etc. Donc, le gros du gros doit se faire à l'intérieur d'abord. C'est à l'intérieur que c'est pourri. À l'intérieur, la diplomatie, les actions vont accompagner les efforts internes développés par le pouvoir. Mais là, ce n'est pas le cas. La corruption, elle existe toujours. Là, on parle d'interdiction ou de suspension des importations, alors qu'il y a 2 jours, il y a quelqu'un qui me dit, tiens, il y a un importateur qui a fait rentrer 40 conteneurs sans être inquiété. Ça existe encore, les problèmes. Mais donc rien n'a changé. Rien n'a changé. Il y a quelques noms, les c'est pour cela que, est-ce que Yannick, vous pensez qu'il suffit de prendre la décision de lutter contre la corruption pour que tout change? Mais non. Et il faut mettre en place, il faudrait avoir une volonté, il faudrait qu'il y ait un changement. Absolument. T'as le régime, il faudrait qu'il y ait une rupture sérieuse, il faudrait qu'il y ait des intentions, il faudrait qu'il y ait une réelle démocratie, il faudrait s'appuyer sur le peuple, il faudrait mettre à la tête du pays des gens crédibles, légitimes, choisis par le peuple, mettre un programme. Le programme ADA, il y a une partie qui concerne la lutte contre la corruption. Et là, c'est tout le peuple qui va s'engager et porter le projet ADA. Très bien. Sinon, Restez avec nous, Ismaël Lalmas. Je pense qu'on a avec nous Abdou Semmar, journaliste, directeur d'Algérie Part. Abdou Semmar, bonsoir, marhaba bik. Bonsoir, Nasser. Mes salutations à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de Maghrébien. Un plaisir de te retrouver et de retrouver toute l'équipe de Maghrébien. Atek Saha, Abdou Semmar, barakallahu fik. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Abdou Semmar, si on revient donc sur ce qu'a proposé le gouvernement, pour la première fois, on nous dit qu'il veut recourir à un règlement amiable en ce qui concerne donc la récupération des fonds détournés dans les récentes affaires de corruption. Est-ce que vous pensez que le régime est en train de se réconcilier avec lui-même, comme l'a suggéré Ismaël Lalmas, sachant qu'il y a des personnalités, ce que les Algériens appellent les oligarques, qui sont emprisonnés pour des affaires, des grosses affaires de corruption. Abdou Semmar.
Non, ça c'est beaucoup plus complexe que cela. Il ne s'agit pas d'une réconciliation, il s'agit d'un repositionnement. D'abord, c'est la première fois que le régime le dit publiquement. Il le dit publiquement, mais ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il faut savoir que ce règlement à l'amiable a déjà commencé depuis 2020. Depuis 2020, à savoir le deuxième semestre de l'année 2020, nous l'avons dit, nous l'avons décrit sur Algéripa, des délégations du ministère de la Justice sont parties voir secrètement et rencontrer secrètement les frères Kouninef en prison, Ali Haddad en prison, Tahkout en prison, l'Ulmi en prison. Il y a eu déjà des rencontres entre ces oligarques avec des délégations du ministère de la Justice. Ça s'est passé à partir de début de l'été 2020. Ça a commencé, il y avait même des contacts qui ont été entamés aussi au printemps de l'année 2021. C'est des tentatives de négociation. Ils ont tenté de négocier avec ces oligarques. On est maintenant en prison. Ces négociations ont capoté. C'est ça ce que le régime algérien ne veut pas le dire, ce que ces satellites médiatiques ne veulent pas le dire. Ces négociations ont capoté pourquoi? Par exemple, Tahkout ou Galom, j'ai des appartements finis au sud de la France et je les ai, allez-y les prendre. Ali Haddad, je ne donne pas. Ali Haddad leur a dit clairement en prison, je vous emmerde, je ne vous donnerai absolument rien. Je ne vous donnerai absolument rien. L'Ulmi, il est allé encore plus loin. L'Ulmi leur a dit, je vous défie de démontrer que ces biens-là ont été achetés avec de l'argent sale ou de l'argent volé. Prouvez-moi, en fait, aucun des oligarques n'a plié. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de négocier, donc انت تحكت ولا علي حداد ولا العلمي ضربتهم ب 20 سنه حبس ولا 15 سنه حبس ولا 16 ans, 15 ans, 20 ans de prison. من بعد جيت تقول je vais négocier avec toi. Et comment tu vas négocier avec quelqu'un que tu as accablé, que tu as sali, tu as détruit des groupes privés, certains employés 15 000, d'autres 20 000 employés. Le gars il se retrouve du jour au lendemain dans un trou al Harrach ou dans un trou al Qli'a, les transferts qu'ils leur ont fait dans des prisons à l'intérieur du pays. Donc ces oligarques, pour eux, ils n'ont rien à perdre. Abdou, ces gens-là, ils étaient impliqués dans des affaires de corruption, Abdou. Oui, mais le problème n'est pas là, qu'ils détiennent ou qu'ils ne détiennent pas. On parle d'avoirs qui sont à l'étranger, Nasser. Quand tu as des avoirs à l'étranger, il faut des procédures judiciaires qui sont longues et qui sont solides. En Algérie, on a l'habitude de dire de qualifier quelqu'un de corrompu parce que on dit qu'il est corrompu. Mais il ne suffit pas de le dire, il suffit de le prouver. L'Ulmi, il a la justice française ou la justice allemande, il a des biens en Allemagne, ou l'Ulmi, elle a commencé à vendre. Ces gens-là, ils ont commencé à vendre leurs biens. Ils ont fait des opérations. Et puis, il ne faut pas oublier que ces opérations judiciaires sont longues. Et ça exige l'accord des pays dans lesquels ces biens se retrouvent. Et ce que les Algériens ne comprennent pas, c'est que maintenant, les pays comme la France, ou la Suisse, ou l'Allemagne, ou l'Espagne, ou les Émirats, là où il y a ces actifs financiers ou immobiliers, ces pays-là vont se les partager. Puisque c'est de la corruption. Donc les autorités françaises, ou la espagnole, ou la allemande, ou la suisse, ou la luxembourgeoise, ou la portugaise, je suis désolé, donc c'est de l'argent ça, on va le saisir, mais me dévoilez. Il faut savoir que très peu de pays ont récupéré de l'argent. La Libye n'ont rien récupéré. Le Nigeria, pour récupérer un peu d'argent de ses anciens dictateurs, il a mis 30 ans. Donc les oligarques qui sont dans une position de force, ils savent très bien que l'État algérien ne va rien récupérer. Même s'il va récupérer, il faut attendre 30 ou 40 ans. Donc, Romain, pour négocier, si tu voulais négocier avec eux, il ne fallait pas les mettre en prison le premier jour. Il fallait faire comme en Arabie Saoudite, ou je dirais par exemple MBS. Rappelle-toi de MBS en 2018. 2018-2017. Oui. Mohamed Ben Salman, comme les milliardaires saoudiens, dans un hôtel, il les a menacés. Il a dit donc un chèque, il a dit ça a marché. Non, oui, ça a marché. Le président tunisien, Kais Saïd, il a fait la même chose il y a de cela un mois pour lutter contre la corruption. Il a fait des conditions. Il a limité de draham, celui qui investit dans une région sous-peuplée, ou la sous-développée, ou la défavorisée, même c'est au début qu'ils font négocier. Mais tu avec 15 ans, et tu le salis, et tu détruis son entreprise, et tu le déclares au monde entier, il est corrompu, etc. Sur quelle base tu vas négocier avec lui? C'est foutu, il n'y a plus de négociation.
Maintenant, pour récupérer ces biens étrangers, il faut passer par des procédures judiciaires qui sont très très longues. Abdou Semmar, on a entendu Abdelmajid Tebboune qui avait déclaré pendant la campagne électorale qu'il savait comment récupérer donc cet argent qui a été détourné de l'extérieur, de l'Algérie de l'extérieur, ou même le fameux khotta ou le contre-khotta qui m'a dit هو. Ça, c'est du populisme, Nasser. Ça, c'est du populisme de bas étage. Si Tebboune savait comment le récupérer, il l'aurait déjà récupéré. C'est du populisme. Il a fait cette promesse. Tebboune a fait toute sa carrière sur un mythe. Il a construit toute sa carrière sur un mythe. Comme quoi, c'est l'argent c'est le monsieur qui lutte contre l'argent sale. On le sait que c'est totalement faux. On sait que c'est totalement faux. Zid, maintenant, les oligarques, ils ont des problèmes personnels, mais Tebboune. Tebboune en veut encore personnellement l'Ali Haddad, il en veut encore Tahout, il en veut encore le Ulmi, parce que ces gens-là ont poussé Saïd Bouteflika quand il était Premier ministre l'été 2017. Donc les rapports ne sont pas cordiaux. Pour qu'il y ait une négociation, pour qu'il y ait règlement à l'amiable, il faut qu'il y ait deux parties qui sont prêtes à négocier et deux parties qui sont prêtes à faire des concessions. Allez, Tebboune, il veut récupérer l'argent et laisser les gens en prison. Et qui va le faire? Mais personne ne va le faire. Je suis bien d'accord. Donc la question, elle est beaucoup plus complexe. C'est plus du slogan, c'est plus du populisme qu'autre chose. Il a vu qu'il a mis des gens en prison. Il n'a plus de groupe privé. Personne ne veut venir investir en Algérie parce que tous les groupes privés sont en prison. 18 ministres en prison. Qui va venir investir en Algérie? Un investisseur. Inch'Allah, il y a un investisseur, je signe un accord avec quelqu'un, demain il fait finir en prison. Ce pays est instable, c'est un pays de fous. Tout le monde est en prison. En plus, il n'y a aucun projet, il n'y a aucune création d'emplois. Ce qu'on oublie, Nasser, c'est que les emplois en Algérie sont majoritairement du secteur privé. C'est pas le secteur étatique. On a plus pratiquement 7 millions de salariés qui travaillent pour le secteur privé pour à peine 4,5 millions pour le secteur public. Or, on a détruit le secteur privé. On l'a détruit parce qu'en mettant en prison les Ulmi, les Kouninef, on a détruit leurs entreprises. On n'a pas préservé leurs entreprises. Leurs entreprises, on aurait pu les préserver, on aurait pu les mettre en bourse, on aurait pu leur trouver des repreneurs. On n'a rien fait de cela. Donc ils ont totalement tout détruit. Maintenant, ils essaient de sauver ce qui reste à sauver. Or, il ne reste plus rien à sauver. Mais chauffe, on a raison. D'ici 50 ans, on va absolument récupérer 0 centime. On va rien récupérer. C'est des procédures judiciaires compliquées dans lesquelles l'Algérie, en plus, n'a pas de preuves. Il faut prouver. Ok, mais ramène-moi la preuve que les hôtels qu'il a achetés à Barcelone, ça vient de l'argent sale. Il faut le prouver. Il ne s'agit pas de faire de la diffamation et de raconter des phrases, une photo avec Saïd Bouteflika. Ce n'est pas une preuve de corruption. C'est des procédures longues, c'est des enquêtes qui sont longues. En Algérie, nous avons condamné des gens à travers des enquêtes qui sont totalement bâclées. En 3-4 mois, on a déclaré qu'ils étaient tous corrompus, on les a tous mis en prison. Comment quelqu'un qui a amassé plus de 3 ou 4 milliards de dollars de marché public durant 20 ans, tu vas le juger en 3-4 mois? Les affaires dans les justices dans les pays développés, les grosses affaires, on met 5 ans, 6 ans pour les juger. Il y a un temps de l'instruction. En Algérie, la justice algérienne, en 2 mois, déclare quelqu'un coupable. C'est pas sérieux. Personne ne prend au sérieux l'Algérie. Très bien. Faire la preuve, les mandats d'arrêt qu'on lancé contre Belkhser, lancé contre Bouchouareb, lancé contre tous ceux qui ont fui à l'étranger, ils n'ont jamais été pris au sérieux. Personne. Est-ce que Bouchouareb a été jugé en France? Jamais de la vie. Est-ce que Belkhser a été dérangé en Espagne ou en France? Jamais de la vie. Parce que les dossiers judiciaires algériens, c'est des dossiers bâclés. Merci Abdou Semmar. On vous remercie pour cette intervention, Abdou Semmar, qui était avec nous. Je vais donner la parole au Dr Hussein Kordorli, médecin et ancien cadre de la protection civile, mais aussi qui a dénoncé la corruption et qui a subi, en dénonçant cette corruption, il a beaucoup subi. Hussein Kordorli, marhaba bik. Merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à cette approche du gouvernement qui dit vouloir recourir au règlement amiable ce qui concerne donc la récupération des fonds détournés dans les récentes affaires de corruption? Bonsoir, monsieur Dodi. Là, je pense que c'est beaucoup plus une affaire de dédouanement politique dans le but de revalider leur position
par rapport à ces oligarques qui étaient autrefois leurs alliés politiques, moi, la question que je me pose, c'est beaucoup plus quel est l'aspect judiciaire. Que pense la justice? Bon, la justice dans sa globalité, une justice quand même assez comment dirais-je, neutre. Quel est l'aspect de la justice? Quel est l'aspect de la loi? Maintenant, si on se réfère à l'article 30 et 32, qui stipule du Code de procédure pénale, qui stipule dans tout fonctionnaire, tout magistrat ou tout officier de police judiciaire, lorsqu'il constate un crime ou un délit, est tenu d'informer le ministère public. Maintenant, si on veut dédouaner ces gens-là, ça veut dire que cet outillage juridique, on le met à côté. Et là c'est une déviation, c'est beaucoup plus une mainmise du pouvoir judiciaire ou du pouvoir présidentiel sur le pouvoir judiciaire. Donc moi, le sort que je me pose, c'est beaucoup plus que pensent messieurs les magistrats. C'est pas monsieur le président ou messieurs le chef du gouvernement. Et je me penserais beaucoup plus, moi, au lieu de dédouaner ces oligarques qui sont en prison, moi, ce qui me revient à tous ces travailleurs et ces cadres qui ont été des lanceurs d'alerte en matière de corruption, qu'advient-il de ces gens-là qui ont vu leur famille, leur foyer brisé à cause de ces oligarques? Et il y en a même certains qui sont en prison. Si on se réfère à l'article 65, alinéa 19 bis, où tous les lanceurs d'alerte ou experts sont tenus d'être protégés lorsqu'ils dénoncent des affaires de corruption. Juste, Dr Hassan Kourdouli, parce que vous avez subi aussi des poursuites judiciaires, parce que vous avez lancé des alertes ou vous avez dénoncé donc la corruption. Oui, parce que la corruption n'est pas uniquement d'ordre financier. Ce que les gens ignorent, ce n'est pas uniquement d'ordre financier. Il y a l'autre corruption qui est encore plus grave, c'est la corruption administrative sur les titres, sur les diplômes, sur tous les moyens de contrat, de recrutement, tout le faux, l'usage de faux qui se fait au travers de ces documents et qui engage beaucoup plus l'avenir du pays, qui engage aussi la décadence du pays, qui engage aussi toute la médiocrité qui est en train de sévir. Donc c'est pour ça qu'on parle, la corruption n'est pas uniquement d'ordre financier, parce que la financière, elle est visible, c'est visible quand il y a... Mais la corruption administrative, des faux titres, des faux diplômes, des faux actes, des faux trucs, tout ça, c'est la dégradation de toute une nation. C'est complètement le passage out. Est-ce qu'on peut prendre ce pouvoir au sérieux quand il parle donc de lutte contre la corruption? Monsieur Smaïl Almas a parlé de volonté. Il faut qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait des institutions. Allez-y, Monsieur Kourdouli. Monsieur Joudi, je lui retourne là-bas, monsieur, à ce pouvoir. Maintenant, il s'agit de réhabiliter d'abord tous ces lanceurs d'alerte, de travailleurs et de cadres qui ont été injustement liquidés de leur poste, mis out, laminés par le fond, détruits, morts. Je prendrai juste certains cas, Hassan Zmouri, je prendrai M. Koudil Ajmoul, je prendrai Adila Kouas. Ce n'est que certains exemples et qui sont morts. Ces gens-là sont morts quand même dans le déni du droit. Comment faire? On s'inquiète de l'argent, mais on ne s'inquiète pas du facteur humain. Le facteur humain est plus important que l'argent. Mais ces gens-là qui ont été à l'origine, c'est eux qui les ont incarcérés, c'est eux qui l'ont jugé et ils ont condamné à des peines de prison. C'est à eux de voir maintenant comment régler par la voie judiciaire. Ils les ont emprisonnés sur le plan judiciaire. Maintenant, il faut régler le problème par la voie judiciaire, pas par l'aspect politique. Il n'y aura pas d'amnistie. Moi, je ne suis pas d'accord pour une amnistie et je ne suis pas d'accord pour que ces gens-là retournent sans que d'abord les travailleurs et les cadres qui ont été injustement, surtout si on revient au plan d'ajustement structurel où Yahya avait mis plus de 5000 cadres en prison. Bon, il n'y a pas que lui. C'était tout un consortium pour céder les entreprises au dinar symbolique entre les copains et les coquins, et les coquines et les amis. Maintenant, tous ces cadres, ces milliers, plus d'un demi-million de travailleurs qui ont été laminés par le vent, est-ce que ce pouvoir va leur demander, va les réindemniser? Est-ce qu'il va les réhabiliter?
qu'est-ce qu'il va leur faire? Maintenant, ce pouvoir, s'il veut maintenant revenir, il n'a qu'à régulariser d'abord la situation de ceux qui ont été réprimés, des gens qui ont subi la répression, hein, et ensuite revenir sur le cas où Yahya et Haddad et consorts et je ne sais quel truc. Parce que moi, sur le plan médical, si on revient, un corps malade, il faut traiter le corps. Il faut éliminer tous les bactéries, tous les germes. On ne peut pas soigner à moitié et dire, voilà, on le remet. Non, non. Moi, je ne suis pas d'accord pour remettre Yahya dehors. Surtout celui-là. Très bien. Monsieur Joudi, à titre d'exemple, moi j'ai été étiqueté de tous les noms d'oiseaux. Je vais vous citer une anecdote. En 92, j'ai été chef de mission dans le cadre du tremblement de terre en Égypte. J'ai été dépêché dans le cadre officiel de l'État algérien. Savez-vous une chose, est-ce qui a réglé le problème algéro-égyptien alors que j'étais dans le cadre protection civile, chef de mission. Le chef d'état-major, le général Gnezia, m'a appelé par le biais du ministre de l'Intérieur et du DG de la protection civile. Il y avait Mouzian Chérif et Mohamed Tahar. Et je ne savais même pas de quoi il s'agissait. On me dit, voilà, docteur Koudourli, vous êtes le chef d'état-major, vous vous parlez. Je prends le téléphone, allô, oui, monsieur. Voilà, docteur Koudourli, vous êtes en charge de régler le problème algéro-égyptien, alors que je devais partir pour une mission humanitaire. C'est à vous de régler ce problème. Et je dirais, je défie un petit peu, à ma manière, je défie un petit peu tous les responsables présents de l'époque. Il y avait M. Ali Ben Mohamed, qui était ambassadeur d'Algérie en Égypte. Il y avait le chef, l'attaché culturel, plutôt l'attaché de défense et l'attaché militaire algérien. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque. C'est moi, le petit docteur, hein, le petit rebelle, tel qu'on me surnomme certains Wali, m'ont nommé le rebelle du ministère de l'Intérieur parce que j'ai refusé de recruter leurs petits-neveux, les petits recrues de leurs secrétaires et tout ça parce qu'ils étaient inaptes au service national. C'est moi qui ai réglé le problème algéro-égyptien et je suis revenu avec 10 contrats pour l'Algérie et je l'ai réglé avec le ministre de l'Intérieur égyptien, Ali Ben Mohamed, qui était présent. Et j'ai réglé le problème. Et aujourd'hui, je paye tout le problème. Vous étiez révoqué de votre travail, docteur Koudourli. Oui, je suis révoqué parce que j'ai refusé de servir messieurs de l'ENA, qui étaient des walis, qui à chaque fois faisaient recruter les petits amis de leurs secrétaires, de leurs copains, de leur famille, et qui envoyaient des dossiers avec des gens inaptes au service national pour raison médicale. Alors, alinéa 71, l'article 71, alinéa 2, inapte au service national pour raison avec dossier médical, selon l'ordonnance 64-103, et de l'autre côté, il vous dit non, il faut le... Bon, c'est un document médico-légal que j'ai entre les mains. C'est la même chose qui s'est passé pour les pilotes. Les pilotes faussaires qui sont des enfants de pointe du ministère de la Défense nationale, du DRS, des magistrats, du ministère de l'Énergie, surtout de l'énergie, de son attraque. Et il y a 30 pilotes faussaires au sein de Tassili Airlines. Maintenant, je reviens à une chose, j'ai gagné une affaire en justice, j'ai risqué ma vie, tentative d'assassinat pour étouffer le dossier. Même certains magistrats ont voulu m'emprisonner. Est-ce que vous pensez que je vais pardonner moi à ce pouvoir? Ou bien je vais pardonner à l'Habiri al-Khadr ou l'Habiri Mustafa qui a signé pour 130 millions d'euros d'ambulance avec un faux nom? Les documents existent et il a expédié 17 cadres de la protection civile en prison, sauf moi. Moi, parce que j'ai refusé de cautionner. Merci, Si Hassan Koudourli. Barakallahu fik. On s'excuse parce qu'on est pressé un peu par le temps. On a eu un petit souci technique. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Docteur Hassan Koudourli, médecin et ancien cadre de la protection civile qui a été avec nous. Maître Nabil Esmaïl, avocat et militant des droits de l'homme, est avec nous. Maître Nabil Esmaïl, marhaba bik, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation.
Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité. Cette affaire donc de régler à l'amiable la récupération des fonds détournés, donc on essaye d'attaquer donc ce fléau de corruption, Nabil Ismail, mais revenir aussi sur cette circulaire du ministère de l'Intérieur qui dit que pas de poursuite judiciaire contre les responsables locaux sans l'aval du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vraiment il y a une volonté de mettre fin à la corruption dans notre pays, Nabil Ismail, où le système tout entier est gangréné par cette corruption? Vous savez, nous avons toujours dit que la corruption a été légalisée en Algérie par un pouvoir qui s'est maintenu et qui a gouverné pendant plus de 20 ans, rien qu'en légitimant et en institutionnalisant la corruption. La corruption est un phénomène qui a toujours existé, mais qui a pris de l'ampleur à partir de 99, je dirais peut-être bien avant, mais qui est vraiment devenu un mode de fonctionnement, un mode de gouvernance, avec l'arrivée de Bouteflika et avec la manne pétrolière et tout l'argent qui a afflué dans les caisses de l'État. Maintenant, dans cette histoire de décision de rentrer en négociation ou d'essayer de négocier cette histoire d'argent et de rapatrier l'argent, placer ou détourner ou placer ailleurs, vous savez, ce qui est très très dangereux et ce qui est très désolant, c'est que qu'en est-il de la justice? Qu'en est-il de cette justice qui a été utilisée pour régler des comptes d'un clan contre un autre? Qu'en est-il de cette justice qui, malgré la qualité des procès et des jugements qui ont été rendus, ont bâclé des affaires aussi importantes que les affaires qu'ils ont appelées les affaires du siècle, qui parlent de corruption, de détournement, de prêts bancaires non mérités, non remboursés? C'est des milliards. Les Algériens ont découvert des prêts, des sommes hallucinantes, des sommes, on ne savait pas que ça pouvait exister sous forme de prêts. Les Algériens ont découvert qu'il y a une oligarchie et appuyée par des hauts responsables de l'État qui ont occupé des plus hauts postes de l'État, et cette oligarchie où ces hommes d'affaires ont servi de prête-nom ou ont servi de vitrine pour ces responsables. Qu'en est-il de cette justice qui a rendu des décisions, qui a condamné à 20 ans, qui a ordonné des saisies et qui a rendu des décisions assorties d'amendes et de procès et de venir maintenant négocier? Cette négociation aurait dû avoir lieu avant d'enclencher l'appareil judiciaire. Parce que si on revient à une négociation après que la justice ait rendu ses décisions, ça veut dire qu'on ne la reconnaît pas. Ça veut dire que ce n'est plus cette justice, elle est là que pour servir le bon vouloir de celui qui gouverne. Ils s'est réveillé, ils se sont rendus compte qu'il n'y a plus d'entreprise, ils se sont rendus compte qu'il y a des milliers de postes d'emploi qui sont partis parce que les patrons sont en prison. Ils se sont rendus compte que la machine, la broyeuse de l'économie s'est mise en marche. Donc tout le monde a peur d'investir maintenant et d'avoir le même sort que les Haddad, les Kouminef et tout ce qui s'ensuit. Les banques ont peur de débloquer des prêts. Tout le monde a peur. Et maintenant, on se réveille, on se dit, je crois que maintenant, bon, c'est bien, on les a brisés. On a utilisé la justice. La justice a fait ce qu'on lui a demandé. Ils sont condamnés. Maintenant, on va leur demander de bien vouloir nous rapatrier l'argent qui est à l'extérieur. Et on va et surtout, pour leur montrer notre bonne foi, on vient de rendre une note et de faire une instruction qui n'a rien de légal, rien de légitime, rien de juridique, une note qui dit que, alors, avis au wali, au chef de brigade de gendarmerie, au procureur, à tout le monde, ne poursuivez personne sans l'accord du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est très grave. Parce que d'abord, il y a une présidence, donc il faut que cette note, ou ce décret, ou cette ordonnance
viennent et émanent du premier magistrat du pays, c'est-à-dire le président de la République. Ensuite, ce premier ministre, ce ministre de l'Intérieur ne peut pas parler parce qu'il y a un chef de gouvernement, il y a un premier ministre, donc ça doit passer par lui. En plus, il ne peut pas donner d'ordre aux procureurs généraux parce qu'ils dépendent de leur tutelle qui est le ministère de la Justice. Et quand vous voyez la note, déjà en la forme, c'est une note qui porte pas de numéro. On ne connaît pas le numéro d'ordre, son numéro d'ordre. On ne sait pas à la main de qui exactement. Est-ce que du secrétaire général du ministère de l'Intérieur ou du ministre de l'Intérieur? Quel est le pouvoir du ministre de l'Intérieur sur les procureurs? Donc c'est tout ça. Est-ce que c'est comme avait dit Abdessamad tout à l'heure, c'est du populisme. C'est-à-dire qu'on est en train de leur dire, maintenant bon, on a vu que l'économie est très boiteuse, ça ne marche pas du tout, tout le monde a peur d'investir, tout le monde... Très bien, tout le monde a peur d'investir. Nabila Smaïl, je vais revenir très vite à vous, je vais donner la parole à Smaïl Lalmas. Tout le monde a peur d'investir, est en train de dire Nabila Smaïl, autant qu'expert économiste Smaïl Lalmas. Quand on voit cette circulaire donc, du ministère de l'Intérieur et on lit le climat des affaires dans notre pays connaît depuis quelques mois un recul dans le ton d'investissement traduit par l'hésitation des investisseurs à s'engager dans des projets en raison de la lenteur dans le traitement des dossiers. Est-ce que vous pensez que ce pouvoir peut être pris en sérieux quand on voit ce qui se passe chez nous, Smaïl Lalmas? Est-ce qu'on peut convaincre des investisseurs à venir chez nous pour investir quand on voit donc les abus des droits de l'homme, quand on voit un peuple qui n'arrête pas qui s'est soulevé pour qu'il y ait un changement radical du système politique? Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça, Smaïl Lalmas? Vous savez, un investisseur, avant de décider de pénétrer un marché ou d'investir sur un marché, eh bien, sa décision s'appuie sur un certain nombre de paramètres et d'indices. Donc, avant de venir, il doit voir ce qui se passe dans ce pays. Et quand on lit la presse algérienne, où là, on écoute les réseaux, où là, on traverse les réseaux, on constate que ça parle que de prison, ça parle que de répression, ça parle que de procès, ça parle de corruption, ça parle de dépassement, ça parle d'émeutes, ça parle il n'y a rien qui encourage les opérateurs, les investisseurs à venir investir dans un pays pareil. Donc, quand vous parlez de climat des affaires, c'est une réalité, c'est un climat désastreux, très grave. Mais je ne parle pas des investisseurs étrangers, moi je parle des investisseurs locaux déjà. Hein. Alors là, les étrangers, c'est une autre paire de manches, hein. C'est autre chose. Donc là, ce qui est dramatique, c'est que le pouvoir, pour la première fois, reconnaît cette réalité, le fait qu'il y a un désinvestissement dans ce pays. Il y a un désinvestissement, ça veut dire qu'il y a un désavouement, ça veut dire que là, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance et il n'y a pas d'autre terme qui pourrait accompagner de la réflexion. Il y a un problème de confiance. Et tant qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'investissement. Je suis désolé, je l'ai toujours dit. Et la confiance, elle vient à partir de la solution politique. Et ça veut dire quoi? La solution politique dans le cas Algérie, c'est à donner la parole au peuple pour mettre en place une structure légitime à la tête du pays. Tout simplement, des instances légitimes. Donc là, je l'ai souvent dit, c'est pour ça qu'on ne s'étonne pas les déclarations, les écrits par les responsables, etc. Certains n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe, comment ça se fait qu'il n'y a personne qui a investi dans Jaza El Jadida, parce que Jaza El Jadida, c'est un slogan qui tourne au niveau de la sphère au pouvoir. C'est au niveau du régime. Il n'y a que le régime qui croit en cette Jadida, mais le peuple ne croit pas en cette Jaza El Jadida. Et ce qui fait que le peuple n'investit pas. Le peuple n'adhère pas à la politique actuelle de ce pouvoir. Et bien sûr, si le peuple ne marche pas avec ce pouvoir, l'international aussi ne peut pas marcher ne peut pas marcher avec ce pouvoir. C'est aussi simple que ça. On va actionner la diplomatie, ou actionner ce que vous voulez, il n'y a rien qui peut marcher. Tout simplement parce que tous les pays qui se respectent
considèrent leur peuple. Et tous les pays s'appuient sur leur peuple, sur l'intelligence de ce peuple, sur l'adhésion du peuple au programme, le pouvoir. On a toujours dirigé l'Algérie par les Algériens, et aujourd'hui on s'étonne pourquoi les Algériens n'adhèrent pas à la démarche de ce pouvoir, et pourquoi les Algériens n'investissent pas, pourquoi les Algériens préfèrent aller dans l'informel, préfèrent aller dans les commerces de services, les commerces achat et revente en l'état, parce que le reste, investir, ça va prendre du temps, ça va s'inscrire dans des délais, etc. Et on ne connaît pas l'avenir de ce pays, on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain de notre pays, et du coup, les gens ne peuvent pas investir en connaissant la réalité, en cette réalité. Donc, il est clair qu'on va traverser des moments très difficiles parce que les gens qui ont le pouvoir doivent comprendre que l'économie, c'est surtout l'investissement. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'économie. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'économie. L'image d'Algérie est ternie, je l'ai souvent dit, je le redis, hein, et c'est pour ça que j'ai toujours appelé au départ de ce pouvoir pour justement essayer de mettre en place un nouveau pouvoir, un nouveau régime, avec une autre image, une image beaucoup plus clémente, une image très bien. Restez avec nous, Smaïl Almas. On va donner la parole, on va revenir à Nabila Smaïl. Nabila Smaïl, l'image du pays est ternie. On a vu bien sûr les abus en termes de droits de l'homme, des procès partout. Vous êtes dans le domaine, Nabila Smaïl, malgré qu'on a nommé 7 envoyés spéciaux pour essayer donc de redorer l'image de l'Algérie à l'extérieur. Mais le problème, c'est pas une question d'image à l'extérieur, c'est ce qui se passe avant tout à l'intérieur. Nabila Smaïl. Écoutez, nous savons tous que rien ne peut s'arranger à l'extérieur si on n'arrange pas la maison de l'intérieur. Vous avez beau choisir la meilleure couleur pour votre bâtisse à l'extérieur, et quand vous avez le désordre à l'intérieur, vous ne pouvez pas, ça ne peut pas passer. Le monde entier sait qu'il y a un problème de répression en Algérie. Le monde entier sait que le pouvoir actuel a décidé d'en finir avec une révolution pacifique par la répression. Le monde entier sait que tous les acquis de la démocratie, qui ne sont pas nombreux par rapport aux sacrifices, tous les acquis ont reculé. Le monde entier sait qu'il n'y a pas de presse libre. Le monde entier sait qu'il y a des leaders politiques en prison. Il sait qu'il y a des journalistes en prison. Donc, ils ont beau nommer, ils ont beau avoir un rôle, ou ils essayent d'avoir un rôle sur la scène mondiale, redorer le blason de l'Algérie à l'extérieur. Malheureusement, le traitement choisi par le pouvoir pour mater et réprimer le peuple ternit son image. Vous savez, on a commencé à parler de l'investissement, on a commencé à parler de l'argent, on a commencé à parler de cette crise de confiance. Il y a une crise de légitimité. Et les pouvoirs à l'extérieur savent très bien que tous les gouvernements savent très bien que le pouvoir en Algérie, que les tenants du pouvoir n'ont pas de légitimité populaire. Donc s'ils parlent avec eux ou s'ils acceptent de traiter avec eux, c'est pour leurs intérêts. C'est pour uniquement leurs intérêts. Avant-hier, il y a eu quand même une réunion. Et vous savez, il y a la 47e session des Nations Unies qui va se tenir le 13 septembre. Possible que l'Algérie soit dans le programme. Parce qu'il y a une répression qui ne dit pas son nom. Vous savez, vous avez des détenus en pleine pandémie, vous avez plus de 65 détenus dans une salle où tout le monde est mélangé. Tout le monde, que ceux qui sont malades et ceux qui ne le sont pas, on part voir les détenus, ils parlent de ça. Pourquoi ils sont en prison? Ils sont en prison parce qu'ils ont exprimé leur volonté de changer de régime d'une façon pacifique. Ils n'ont pas pris d'armes, ils n'ont pas appelé à la violence. Et maintenant, j'entends le gouvernement parler de projets de négociation avec des gens qui ont bouffé l'argent public. L'argent public a été bouffé parce que la Cour des comptes a été neutralisée. Il y a une Cour des comptes qui existe
en Algérie, qui a été neutralisé par Bouteflika et Co, et que si cette Cour des comptes avait repris ses prérogatives et avait travaillé, il n'y aurait pas eu autant de détournements, il n'y aurait pas eu autant de fuites de capitaux, il n'y aurait pas eu une corruption aussi généralisée. Moi, quand je ramène Tadjadid, et je ramène Riyahi, et je ramène ces jeunes qui sont pleins d'espoir, qui croupissent en prison, parce qu'ils ont décidé, ils ont voulu, ils ont fait, ils ont voulu, ils ont aimé l'Algérie à leur manière. Ils sont là, ils attendent un procès, et que je vois qu'il y a des négociations avec Haddad, ou avec Tahkouk, ou avec Ouyahia, ou avec, moi je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a, vous savez, Nasser, si vous permettez, on ne peut pas bâtir un État quand il n'y a pas de justice indépendante. On ne peut pas continuer à utiliser la justice pour régler des comptes ou pour jouer ou pour le populisme. La justice est un pouvoir indépendant. Il n'est pas aux ordres d'un président de la République, il n'est pas aux ordres d'un ministre de l'Intérieur, il n'est pas aux ordres d'un policier ou d'un gendarme ou d'un chef d'état-major. La justice, regardez ce qui s'est passé en Tunisie. En Tunisie, le président a pris ses responsabilités. Il a gelé un parlement, il a fait. Nabila Smaïl. Il a suffi qu'il reçoive. Allô? Oui, Nabila Smaïl, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. J'aimerais juste... Permettez-moi de terminer ça. Permettez-moi. Il a suffi qu'il reçoive la Ligue tunisienne des droits de l'homme pour qu'il ordonne l'ouverture d'une enquête sur l'extradition du militant Slimane Bouhafs. Il a demandé l'ouverture d'une enquête parce que ça a terni l'image de la Tunisie. Nous, on est en train de se spécialiser dans la violation des droits humains et des droits de l'homme. Très bien, merci à vous Nabila Smaïl. Nabila Smaïl, un mot sur la nomination de l'ancien ministre de la Justice Zarmati au poste d'ambassadeur à la Tchèque République. Le régime sait récompenser ses hommes. Merci à vous Nabila Smaïl. Le mot de la fin, Smaïl Almas. Donc cette question de légitimité, elle est à la source de tout développement, si on peut dire, mais aussi si on veut que les choses s'améliorent chez nous, on ne peut pas continuer donc à gérer avec les mêmes mécanismes, les mêmes politiques. Très rapidement, Smaïl Almas. Effectivement, vous avez tout dit sur ce volet et on ne peut pas développer un pays sans avoir à la tête des gens légitimes, une direction légitime, sans qu'il y ait une confiance qui pourrait encourager les gens à s'investir dans ce pays. Mais en même temps, pour la diplomatie, je vais revenir à un détail que la diplomatie a dit. Je vais dire deux mots sur la diplomatie et sur les dernières nominations, les 7 envoyés spéciaux, etc. Moi, je vais leur dire, Wallah, il y a 70 envoyés spéciaux, des 700 envoyés spéciaux. Vous n'allez pas réussir à faire ce que le Hirak a fait en quelques mois. Le Hirak, en quelques mois, a donné une autre image du peuple algérien. Il a donné une autre dimension du peuple algérien, avec son organisation, son civisme, son pacivisme, etc. Absolument. Aucune diplomatie réussira à faire ce que le Hirak a fait en quelques mois. Donc moi, je demande à la diplomatie de comprendre une chose, une fois pour toutes, qu'ils doivent être au service du peuple algérien et non pas mettre tous les moyens pour redorer l'image ou la développer l'image ou la défendre l'image d'un régime. C'est pour ça que les gens s'étonnent. Pourquoi tout ce travail sur la diplomatie? Les gens sont en train de défendre l'image, de redorer l'image d'un régime, alors que le rôle de la diplomatie, c'est d'être au service de son peuple et de son pays. C'est pour ça qu'il faudrait prendre conscience de tout cela. Et en Colombie, ce n'est pas une histoire de nombre d'envoyés spéciaux ou là de personnalité ou là, c'est une autre dimension. On ne peut pas avoir une diplomatie forte s'il n'y a pas un front uni à l'intérieur, s'il n'y a pas une entente, s'il n'y a pas un peuple qui appuierait les efforts diplomatiques à l'international. Smaïl Almasi, merci beaucoup ce que a fait le Hirak. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous avez dit que ce qu'a fait le Hirak en termes de diplomatie, notre diplomatie ne l'a pas fait. Merci beaucoup Smaïl Almas. Merci aussi économiste, analyste politique. Merci à Hassine Kordoli, docteur médecin ancien cadre de la protection civile. Merci à Abdou Smar qui était avec nous. Et merci à Maître Nabila Smaïl, avocate et militant des droits de l'homme. Merci à vous d'avoir suivi cette
cette émission. On s'excuse encore une fois pour ce retard qui est dû à un petit problème technique. L'émission Fil Oumq va suivre cette émission avec mon confrère Jamel Din Taleb. Ya'tikoum Saha, restez sur Al Magharibiya. Bqaw ala khair.